Bien. Donc voilà donc l'architecture qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc on veut bien créer une application qui permet de gérer les comptes. Alors dans cette architecture-là, donc on va essayer de démarrer tout d'abord un serveur de base de données MySQL. On va vous montrer comment déployer le pilote, le driver, hein, parce que c'est un pilote qu'il faut déployer au niveau du serveur d'application. Euh, Comment déployer le data source, ce qui va nous permettre de déployer un data source qui a un lien avec la base de données via les pilotes GDBC. Et après, par la suite, on va essayer de développer l'application. Et dans l'application, on va créer tout d'abord les EJB entités. Donc, il y a la couche métier, donc c'est la partie EJB. Il y a l'entité compte. Ici, dans notre cas, on veut gérer les comptes. Ça veut dire qu'on veut créer une application qui permet donc d'ajouter, de supprimer, d'effectuer des versements, des retraits et des virements sur un compte bancaire, sur des comptes bancaires. Alors l'EJB Session, donc on va essayer donc de développer un EJB Session avec les deux interfaces locales et remote, donc qui permet d'effectuer ces opérations désignées dans les spécifications fonctionnelles. Et après, par la suite, donc, pour pouvoir utiliser l'application, on va l'utiliser à travers un client Java via le protocole RMI et via un client web. Et dans ce cas-là, on aura besoin de développer une application web basée tout simplement sur des servlets et des JSP, dans laquelle on va essayer donc de voir, par exemple, comment effectuer un versement, comment consulter des comptes. Et après, on va développer également un web service, donc ce qui va nous permettre de créer un autre client basé sur un autre langage de programmation, comme par exemple .NET ou bien PHP. Donc c'est les exemples que nous avons faits. Alors bien sûr, pour faire fonctionner tout ce système, donc la première des choses sans doute que vous aurez besoin d'installer. Alors si vous travaillez avec une version Eclipse, par exemple Kepler ou Juno, n'importe laquelle, donc la première des choses c'est d'installer le plugin JBoss Tools. En fait, le plugin JBoss Tools, donc c'est un plugin que vous allez retrouver dans Eclipse, Help, Eclipse Market, ce qui va vous permettre de vous chercher JBoss Tools et surtout vous cherchez la version de JBoss Tools qui est propre à votre version. Alors vous travaillez avec la version Kepler, donc vous allez chercher donc à installer la version Kepler. Alors en fait, dans JBoss Tools, il installe un ensemble d'outils, ce qui parfois permet d'alourdir un petit peu l'environnement Eclipse. Alors si vous n'avez pas besoin d'exploiter tous ces outils-là, dans un premier temps, en principe, je vous recommande d'installer uniquement le seul module, c'est JBoss Ice Tools, parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse. C'est notamment le plugin qui va nous permettre d'administrer le serveur d'application JBoss, notamment la version 7.1. Alors en fait, cette opération d'installation du plugin, donc je l'ai déjà effectuée. Donc on aura besoin d'une version de JBoss. Alors je suppose que j'ai la version JBoss 7.1. Je vais faire l'extraction dans un dossier. Je vais annuler parce que je ne me rappelle pas. Voilà, on va renommer le dossier extraire vers. Donc ça c'est JBoss 7, je vais l'appeler version voilà, V9. Donc c'est juste pour faire la différence par rapport aux autres qui sont déjà installés. Ok. Alors donc dans cette démonstration c'est exprès, donc je vais partir sur une version de JBoss que vous venez de télécharger et que vous installez et qui nécessite pas, parfois l'ajout d'un certain nombre de pilotes, notamment c'est le driver MySQL qu'il faut ajouter et ça serait donc l'occasion de vous montrer comment déployer tout ça. Alors tout d'abord, donc alors la première des choses que nous allons faire, alors si vous voulez administrer un serveur d'application JBoss, donc dans la configuration, euh, alors principalement donc il est toujours intéressant de regarder la version de Java que vous avez dans votre environnement. Alors ici donc je suppose que le GDK qui est installé et que je vais utiliser donc pour moi c'est la version Java 7 qui est là. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez toujours ajouter la version qui est installée dans votre machine. Et après, le serveur. Alors, quel est le serveur qu'on va utiliser dans serveur runtime environment? On va ajouter. Alors ici, donc, dans notre cas, on s'intéresse au serveur
Donc on va chercher dans JBoss Community et après on va trouver donc la version 7.1, Next, et après on va spécifier le chemin. Alors faites le chemin d'installation, donc ça c'est le JBoss que j'ai installé, JBoss version 9. Alors pour le moment, donc, je vous demande juste de suivre la démo d'une manière générale pour faire une synthèse et après par la suite donc, je vous laisserai le temps de refaire ce travail. Alors comme vous le constatez, en principe quand vous spécifiez JBoss, alors en fait JBoss 7 il possède un fichier de configuration qui s'appelle standalone.xml. Alors ça c'est le fichier de configuration de JBoss et ça veut dire qu'en principe à chaque fois qu'on a besoin de déployer un data source, ajouter des utilisateurs, ajouter des droits d'accès, installer un driver, en principe tout se fait dans ce fichier-là. Donc ce qui fait que pour administrer JBoss, donc il y a deux moyens, soit à chaque fois éditer ce fichier standalone.xml et vous cherchez l'endroit là où il faut ajouter ce que vous devrez faire, ou tout simplement vous passez par une interface d'administration web qui va vous permettre, donc avec une interface graphique qui vous permet donc de configurer donc les éléments du serveur d'application. Alors dans notre cas, donc on va essayer donc de spécifier cette configuration. OK. Voilà. Alors en principe dans la partie servers, donc on peut ajouter un serveur JBoss 7. Alors je garde les options par défaut pour le moment et après on va essayer de rentrer dans les détails. Finish. Et après donc vous avez un point qui va vous permettre d'accéder, par exemple de démarrer le serveur. Donc c'est ce que je vais faire. Start. Alors, en fait, ça c'est un serveur d'application J2E. Quand vous démarrez un serveur d'application J2E, vous démarrez un ensemble de conteneurs. Il y a un conteneur EJB qui va se charger donc de gérer le cycle de vie des EJB. Donc EJB pour nous, on va l'utiliser pour s'occuper de tout ce qui est l'inversion de contrôle. Alors le cycle de vie des objets de l'application, pratiquement le moteur de l'application. Il va être géré par le framework EJB. Alors, il y aura aussi le démarrage d'un conteneur web, c'est-à-dire que JBoss lui-même, il utilise une version de Tomcat qui va représenter le conteneur web, parce qu'après on va déployer l'application web. Il y aura un conteneur GMS, il y aura un conteneur notamment pour RMI, pour Corba, pour un conteneur GMX. Donc ce qui fait que quand je démarre un serveur d'application, je démarre un ensemble de serveurs en quelque sorte. Parce que souvent, il y a une question qui se pose, c'est quoi la différence entre, par exemple, le serveur Tomcat et JBoss? Alors Tomcat, c'est un conteneur web, ça veut dire qu'il est fait que pour gérer le cycle de vie des applications web, à savoir les servlets et JSP, alors que JBoss, quand vous démarrez un ensemble de serveurs, et Tomcat fait partie des serveurs qui vont être démarrés par JBoss. Donc Tomcat, c'est un conteneur web qui fait partie de l'ensemble. Alors en principe, dans un premier temps, JBoss démarre. Alors la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de regarder que le service HTTP, il est démarré en utilisant le port 8080. Alors ça veut dire que si vous voulez consulter par exemple l'interface d'administration de JBoss, donc vous trouverez localhost 8080. En fait, c'est l'interface web de JBoss qui va vous répondre. Alors maintenant, dans cette interface web de JBoss, donc on peut l'utiliser notamment pour pouvoir administrer donc, le serveur d'application. Et particulièrement, on va accéder à la console d'administration. En fait, la console d'administration, pour y accéder, vous allez remarquer que ça ne marche pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il vous demande pour accéder à la console d'administration, il faut créer tout d'abord des utilisateurs. En fait, un utilisateur qui a le droit d'administrer le serveur d'application. Alors par défaut, si vous voulez, cette version de JBoss ne crée pas un utilisateur par défaut. Et après, dans cette fenêtre, on vous montre d'ailleurs comment créer un utilisateur. Il faudrait utiliser un outil qui s'appelle AddUser. C'est une commande qui fait partie des outils JBoss qui va vous permettre d'ajouter un utilisateur. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais passer sur les deux commandes. Dans le dossier J2E, JBoss version
version 9 que j'ai installée dans le dossier bin. Alors, JBoss. Alors, dans le dossier bin, on va trouver un script qui s'appelle add_user. En fait, c'est ce script-là généralement qu'on pourra utiliser pour ajouter des utilisateurs. Et après, vous n'avez qu'à saisir quelques informations. Alors, en fait, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs pour administrer le serveur d'application, c'est le A. Et après, également, il y a des utilisateurs pour gérer, pour donner les droits d'accès aux applications. C'est le cas de B. Quand on veut créer un utilisateur qui a par exemple le droit d'utiliser le service de GMS ou le service tel, donc avec un login et un mot de passe. Alors, dans un premier temps, on va choisir le A. Donc, ça veut dire que j'ai besoin plutôt d'utiliser, de créer par exemple un administrateur du serveur d'application. Alors, donc, quel est le rôle que je vais utiliser? Donc, je vais garder le rôle par défaut, qui est le rôle qui est entre parenthèses, qui permet d'indiquer comme quoi c'est pour manager le serveur d'application. Et après username, on va choisir par exemple admin. Mot de passe, admin. Admin. Alors, je crois qu'il ne va pas accepter Voilà, il n'accepte pas que le mot de passe porte le même nom que l'utilisateur. Donc, je reprends. Admin. Et le mot de passe, on va mettre root. Je reprends. Root. Yes. Est-ce que vous acceptez? Yes. Et c'est terminé. En fait, ça, c'est juste une première utilisation de JBoss. Si vous faites ça, c'est que vous avez créé un utilisateur. Donc, si vous revenez sur la console d'administration de JBoss, maintenant, vous avez la possibilité donc d'être authentifié avec un mot de passe. Se connecter. Alors, ce qui vous permet d'avoir une interface d'administration de JBoss. Alors, dans cette interface-là, il y a deux modes. Il y a le mode profile et runtime. Alors, en principe, dans le mode profile, c'est là où vous aurez la possibilité donc d'ajouter notamment les data sources. Ce que vous voyez ici, donc vous avez la possibilité de créer un data source et de l'ajouter. Alors maintenant, pour déployer un data source, en principe, dans l'onglet profile, donc on peut ajouter un data source. Et après, on peut spécifier les informations sur le data source. Alors, tout d'abord, le nom du data source, on peut l'appeler par exemple DS Bank 9. Donc, ça, c'est le nom de data source. Mais après, le data source, en principe, il va être, une fois qu'il sera déployé, sa référence va être publiée dans l'annuaire GNDI. Avec quel nom? Alors, généralement, on va choisir donc le nom Java, le nom GNDI. On peut choisir un nom, par exemple, c'est DS Bank 9. Donc, ça, c'est le nom GNDI. Next. Alors, sauf que vous allez constater que quand vous allez créer le data source, il vous demande de choisir le driver. Alors, ici, donc, le driver, ici, comme nous utilisons une base de données MySQL, ben, il nous faut le driver MySQL. Alors, ce driver-là, il n'est pas encore déployé. C'est-à-dire que JBoss, dans sa configuration, il ne reconnaît pas ce driver MySQL. Alors, ce qui fait que donc, cette étape, donc, je ne vais pas la terminer. Donc, je vais vous montrer tout d'abord comment déployer ce driver. Alors, en fait, pour déployer le driver MySQL, tout d'abord, en fait, le driver, c'est un fichier .jar. C'est le pilote JDBC de MySQL, c'est un fichier .jar qu'il faudrait placer quelque part dans le serveur d'application. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais regarder une version de JBoss qui est déjà préconfigurée. Je vais dans les modules, comme il y a un dossier MySQL. En fait, ce dossier MySQL, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le pilote JDBC. Alors, pour déployer ce driver, on va le prendre, copier. Je prends ce dossier-là, MySQL. Alors, je reviens vers la version que j'ai, c'est la version, voilà, cette version 9. Dans les modules, comme, et je le copie ici.
Donc ça veut dire que pour moi, le driver, quand je vais faire la référence vers MySQL, le driver, il devrait être référencé par com.mysql. Donc ça, c'est une manière de retrouver donc les drivers, les modules, si vous voulez, au sein de la configuration. Donc ça, c'est la première des choses qui va être faite. C'est tout d'abord, c'est que ce driver doit être installé. Alors deuxièmement, une fois que le pilote est bien sûr est copié, maintenant on va revenir sur on va éditer le fichier de configuration de JBoss qui est standalone.xml. Alors on va l'ouvrir avec directement Eclipse. JBoss. Il se trouve dans standalone configuration et après standalone.xml. Alors c'est un fichier XML dans lequel on va essayer donc de chercher la partie qui concerne le déploiement des drivers. Alors c'est un fichier XML. Je vais regarder le code source. CTRL F, chercher. Je vais chercher le mot drivers. Je trouve rapidement, mais vous allez remarquer déjà que pour le moment, les seuls drivers qui sont il y a un seul driver qui est déjà déployé par défaut par JBoss. Alors je vais ajouter un autre. Alors pour ajouter un autre driver, donc je vais utiliser un élément driver. Alors en fait, vous spécifiez le nom. On va lui donner comme nom MySQL. Et le module égal. Alors le module c'est quoi? C'est com.mysql. Alors c'est bien dans le dossier module, il y a le dossier com à l'intérieur duquel il y a MySQL. Donc c'est comme ça que je déploie, donc j'indique déjà à JBoss comme quoi il y a un driver que tu dois charger au démarrage du serveur d'application et que tu vas utiliser au niveau de ton environnement. Enregistré. Alors ça c'est le déploiement du driver. Alors vous allez remarquer également qu'il y a une partie qui concerne les data sources. Après, quand on veut établir, plutôt déployer un data source, la même chose, c'est à ce niveau-là, en principe, qu'on pourrait ajouter donc des éléments XML qui permettent de déployer le data source. Alors maintenant, je ne vais pas le faire directement sur ce fichier-là, hein. Je vais vous montrer comment le faire sur cette interface d'administration. Alors, des moments que j'ai changé le fichier standalone.xml, j'ai besoin de redémarrer le serveur. Alors, le serveur est redémarré. Je reviens vers l'interface d'administration. Je vais actualiser. Ajouter le data source. Je reprends ts bank 9. Le nom GNDI c'est java slash ts bank 9 next. Alors cette fois-ci donc vous voyez donc qu'il a reconnu le driver MySQL et après on va essayer donc de le déployer. Alors maintenant pour le déployer donc j'ai quand même besoin d'avoir une base de données. Donc je suppose que dans mon exemple j'ai une base de données de type MySQL. J'ai EasyPHP qui est démarré ou bien Web Server avec PHP MyAdmin. Donc on va essayer de créer une base de données et après on va créer le data source. Alors bien sûr je ne vais pas créer les tables maintenant parce que par la suite c'est le framework, c'est EJB ou plutôt c'est le framework de mapping objet relationnel Hibernate qui sera derrière qui va se charger de créer cette base de données. Alors on va passer sur l'interface d'administration. Alors en fait ça c'est une version dans laquelle je devrais avoir, je crois, le numéro de port. Je l'ai changé, voilà. Alors, administration, MySQL. Alors, la base de données, donc je vais l'appeler DB. Banque 9. Ça, c'est la base de données. Donc, je crée la base de données.
Alors, donc maintenant, connection URL. Alors, pour une base de données MySQL, donc je sais que pour se connecter à une base de données MySQL, on va taper l'URL, c'est gdbc, .mysql, localhost. Le port de MySQL, c'est 3306, slash le nom de la base de données. La base de données, c'est db banque 9. Username, donc on doit spécifier un utilisateur de MySQL. On va utiliser l'utilisateur root. Ça n'a rien à voir avec JBoss. Je veux établir une connexion avec MySQL, donc c'est l'utilisateur de MySQL. Et le mot de passe, par défaut, donc je n'ai pas de mot de passe, un mot de passe vide. Et après, c'est tout. Donc je vais spécifier la création du data source. En fait, le data source, il est créé, il est activé. Et après, si vous voulez quand même le tester, vous avez besoin, donc dans la connexion, vous avez test connection. Alors en principe, donc vous avez quand même une idée sur comme quoi votre data source a été bien déployé. D'accord? Alors maintenant, si vous revenez vers le fichier que nous avons ouvert tout à l'heure, standalone.xml, vous allez quand même trouver que le data source figure dans ce fichier-là. Et vous le trouvez ici, exactement, le data source, voilà. En fait, le data source que nous avons déployé, il est là. Donc, autrement dit, donc, si parfois vous ne passez pas par l'interface d'administration web, en principe, vous allez directement dans ce fichier-là et vous y accédez. Alors, tout dépend, est-ce que vous avez le droit d'accéder à ce fichier ou pas? Parce que souvent, quand vous êtes plutôt, vous êtes un provider, c'est-à-dire que si c'est votre propre serveur d'application, a priori, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Mais parfois, c'est que pour accéder à l'administration du serveur d'application, on vous donne l'autorisation d'y accéder à travers une interface d'administration web, c'est ce que vous devrez faire en principe. Et comme vous voyez donc dans le data source, on spécifie le nom, GDI, on spécifie l'URL, on spécifie le driver, et après le pilote GDBC, après le driver, et après le nom d'utilisateur, root, alors password, il n'y est pas parce qu'il est vide. D'accord? Donc ça c'est la première des choses qu'il faut faire. Alors maintenant, nous avons montré dans cette démonstration tout simplement comment déployer un data source. Ça c'est important, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas encore créé mon projet, mais je sais que je vais créer un projet qui va utiliser une base de données. Donc j'ai un data source qui est déployé. Alors maintenant, tous les projets que je vais déployer dans ce serveur, ils peuvent utiliser à un moment donné ce data source pour établir des connexions avec la base de données. D'accord? Alors maintenant la suite. La suite, c'est qu'on va créer un projet EJB dans lequel on va créer donc le JB entité tout d'abord. Et après, quand on va créer le JB entité, nous allons voir qu'on aura besoin de déployer le data source, notamment dans le fichier, pas déployer le data source, on aura besoin de créer le fichier de persistance, notamment persistance.xml, dans lequel on va faire le lien entre le projet et le data source. D'accord? Je crois que oui. Voilà, ici. Alors donc, on va créer un projet EJB, EJB Project. Alors, EJB Project, on va l'appeler TP. On va l'appeler banque EJB. Et après, runtime. Alors, donc, quel est le serveur qu'on va utiliser? Pour le moment, il n'y a que JBoss que nous avons déjà plutôt créé. C'est JBoss version 7.1. Alors, sinon, surtout, il faut éviter ce genre de situation, c'est-à-dire que vous créez un projet EJB, après, vous n'avez pas indiqué quel serveur. Forcément, il faut toujours spécifier un serveur. Si ce n'est pas là, si vous ne l'avez pas dans la liste, donc vous y allez donc avec New Runtime et vous spécifiez le serveur. Next. Finish.
Voilà. Alors en fait, dans le serveur d'application, donc vous avez le EJB module. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va créer donc les éléments de l'application, c'est-à-dire les classes. On va créer justement la première classe qu'on va créer, c'est le EJB entité compte. On va créer la classe compte. On va la mettre dans le package, par exemple, métier. Point entities. Donc ça, c'est les entités. Alors en fait, un EJB entité, tout d'abord, c'est un Java Bean. Ça veut dire que c'est une classe qui est sérialisable, qui implémente l'interface serializable, obligatoire. Et après, qui est précédée par, bien sûr, qui contient tout d'abord ses attributs. Alors dans notre cas, on va supposer qu'un compte est défini par un code qui est de type long. Le code par un solve qui est de type double, par la date de création qui est de type date, java.util, par exemple un attribut qui indique si le compte est activé ou non. On va le déclarer de type booléen, active. Ainsi de suite. Donc on pourra ajouter d'autres attributs. Alors dans notre cas, donc c'est juste pour faire un ensemble de tests. On va générer les getters et setters. On génère un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Alors pour le constructeur avec paramètres, donc je suppose que le code on n'en aura pas besoin parce qu'il est auto-increment, donc je vais garder les autres. Alors jusque-là, donc c'est un Java Bean. Alors pour que ce soit un EJB entité, on aura besoin d'utiliser quelques annotations. La première, c'est l'annotation entité. Alors, vous spécifiez le nom de la table correspondante avec l'annotation table. Alors, le nom de la table, name, par exemple, la table, on va l'appeler compte. Alors, parmi les attributs, il faut spécifier l'attribut qui représente la clé primaire au niveau de la base de données, au niveau de la table, donc en utilisant la notation ID. Dans notre cas, c'est le code. Et si vous voulez que le code soit auto-incrémenté, on va utiliser la notation generated value avec la stratégie. Avec quelle manière? Avec generated value. Oui. Generated value. Stratégie égale generation type. Point. On peut utiliser auto et dans ce cas-là, on peut laisser le framework plutôt de mapping objet relationnel qui va être utilisé, qui va choisir la configuration par défaut. Sinon, donc, dans notre cas, on va utiliser identité pour comme ça, on spécifie comme quoi c'est au niveau de la base de données que à chaque fois on va incrémenter la valeur du code. Si vous voulez spécifier le nom de la colonne, vous pouvez ajouter la notation colonne name égale code. Alors pour le sol, la même chose, si vous voulez spécifier la colonne, vous utilisez colonne. Name égale salt. Sinon, si vous ne spécifiez pas les colonnes, donc par défaut, donc ils vont prendre le même nom que les attributs. Et par exemple, pour la date, si vous voulez spécifier quel format, parce qu'en fait, le type date au niveau de base de données, parfois vous pouvez utiliser le type date time ou le type timestamp ou date tout court. Alors dans ce cas-là, on peut spécifier le format ici en utilisant la notation. Alors la notation temporelle. Alors on peut spécifier par exemple timestamp. Alors dans ce cas-là, on garde les valeurs, les colonnes, les noms des colonnes comme les noms des attributs. Alors voilà quelques annotations que vous devrez spécifier pour pouvoir dire que c'est un EJB entité. Nous sommes en train maintenant d'utiliser des annotations GPA qui vont être utilisées par la suite pour pouvoir faire le mapping objet relationnel. Alors déjà, avant de créer le EJB session, on va vérifier, on va démarrer
On va déployer le projet et après on va regarder est-ce que la table va être créée. Alors pour vérifier si les EJB entités sont développées correctement, vous pouvez déjà déployer le projet pour voir si les tables vont être générées. Alors pour cela, pour faire cette opération, on aura besoin tout d'abord d'un fichier persistence.xml. En fait, le fichier persistence.xml dans lequel on devrait faire le lien avec le data source. En fait, dans lequel on va déployer l'unité de persistance GPA qui correspond au data source. Alors pour créer donc le fichier persistance XML, donc soit vous prenez un exemple de fichier qui existe déjà dans un projet, vous le copiez parce qu'a priori c'est le même, ou tout simplement si vous voulez le créer directement à partir de Eclipse. Donc new dans le dossier meta-inf déjà, c'est là on va le créer, new under XML. Donc c'est un fichier XML file qu'on devrait appeler persistence.xml. Le nom est très important. C'est-à-dire il faut bien respecter, c'est pas un P majuscule, c'est pas un S majuscule, ça s'écrit comme ça. Alors dans la configuration par défaut, GPA il est configuré par défaut comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai dit hier, quand vous travaillez avec en tout cas Spring, après c'est à vous de configurer comme vous voulez, mais quand vous travaillez avec EJB, donc vous avez déjà une configuration par défaut généralement qu'il faut respecter. Alors next. Alors on va utiliser un catalogue de schémas XML qui sont fournis. Voilà, parmi les catalogues, on va trouver Persistence 2.0, Persistence 2.0. Voilà. Next. Alors en fait, le préfixe, on va l'éditer. Donc le préfixe ici du namespace, on va mettre une chaîne vide. Comme quoi on n'a pas besoin de préfixe pour les éléments GPA. Finish. Donc on n'a pas besoin de créer des éléments précis. Donc là, vous avez juste un moyen qui vous permet de comment générer plutôt un fichier persistence.xml. Alors ici donc c'est pas un élément vide donc entre persistance et /persistence unit. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer l'unité de persistance. On va lui donner un nom, par exemple UP bank. Donc ça c'est l'unité de persistance, peu importe le nom pour le moment, c'est vous le spécifiez comme vous voulez. Alors généralement le nom il est très important quand vous avez plusieurs unités de persistance parce que dans le fichier persistence.xml, il se peut parfois que vous avez affaire à plusieurs bases de données. Et quand vous avez plusieurs bases de données, vous avez plusieurs data sources. Et pour chaque data source, il faut créer un élément persistence unit. Alors maintenant, tout d'abord, pour le data source, vous avez l'unité de persistance, vous avez transaction type. Alors ici, donc, on va utiliser GTA, c'est-à-dire que c'est l'API GTA qui fait partie des services d'ailleurs de l'infrastructure de GBoss, qui va se charger de gérer donc le data source. Et après, on va spécifier donc le data source. Le data source, GTA data source. Alors notre data source, c'est quoi? Le nom GNDI, on l'avait appelé Java /ds bank 9, n'est-ce pas? Voilà. Bah, a priori, c'est tout. Alors, sauf que maintenant, nous allons utiliser quelques propriétés de Hibernate. Il y a un élément properties dans lequel on va particulièrement utiliser une propriété de Hibernate pour lui demander de nous générer la base de données. Alors cette propriété s'appelle Hibernate.hbm de ddl.auto. Alors la valeur on va utiliser update. En fait, si vous mettez en fait HBM, c'est-à-dire Hibernate Mapping, DDL, ça veut dire Data Definition Language, c'est-à-dire que tout simplement vous lui demandez de générer le schéma de la base de données. Update, ça veut dire que si les tables ne sont pas créées, il va les créer, mais s'ils sont déjà créés, il va les mettre à jour, d'accord?
Si vous mettez créer, c'est plutôt l'inverse. Créer, c'est qu'il supprime à chaque fois. À chaque fois que vous déployez, si les tables existent déjà, il va les supprimer, il va les recréer. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer donc de vérifier si notre configuration est bonne. Alors pour cela, on va déployer le projet. Toujours c'est la même 50. Comment? Le fichier. Toujours c'est le même 50. C'est le même. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous disais que pour le fichier persistence.xml, en principe, vous faites un copier-coller. C'est-à-dire, vous prenez un exemple de fichier qui existe déjà. Alors, sauf que bien sûr, si vous déployez votre projet dans un autre serveur d'application autre que JBoss, vous n'allez pas utiliser cette propriété-là parce que chaque serveur d'application utilise son propre framework de mapping objet relationnel. D'accord? Alors ici, donc, je suppose déjà que je travaille avec JBoss. Autrement dit, donc c'est Hibernate qui sera utilisé derrière. Alors pour déployer le projet et vérifier est-ce que les UGB entités que vous avez créées sont correctes, on va essayer donc de déployer le projet, plutôt add and remove. Voilà, le projet, on va le déployer. Alors souvent, quand vous déployez le projet, s'il y a des erreurs de déploiement, donc vous allez remarquer qu'il y a des erreurs, et s'il y a des exceptions, souvent il faut les voir, il faut les corriger. Alors il se peut que maintenant qu'on a un problème de correspondance entre les éléments, donc j'attends toujours qu'il termine cette opération-là, et on va essayer donc de... Alors, composite operation. Alors ici, donc il n'a pas pu faire l'opération, parce qu'il nous dit que la correspondance avec le data source n'est pas bonne. C'est-à-dire on a mal saisi le... Vous avez ici... C'est le nom que nous n'avons pas bien spécifié ici. Alors, DS Bank 9. Alors on regarde le fichier persistance, plutôt le fichier. Alors le data source qui a été déployé. Alors, CTRL F, drivers. Alors voilà, donc le data source qui a été déployé avec, vous voyez donc c'est un B minuscule tout simplement. Donc j'ai des iname, ça doit être ça. Donc c'est des petits problèmes parfois qu'il faut faire attention. Ici donc je dois spécifier le data source comme je l'avais spécifié. Voilà, j'enregistre. Alors maintenant, pour redéployer, en principe, vous n'avez pas besoin de redémarrer le serveur, mais le projet il est déjà déployé, vous le cherchez et vous choisissez Full Publish. Il va redéployer d'une manière complète. Alors quand il va le redéployer, donc on va regarder à nouveau, donc s'il n'y a pas d'autre problème particulier. Alors je reprends donc je vais redémarrer le serveur, restart. Alors pour être sûr, juste si le data source est déployé. Enfin, c'est-à-dire qu'au niveau du démarrage, parce que je ne me rappelle pas bien. Alors a priori maintenant ça passe. Et vous allez voir que quand vous démarrez le serveur, si vous cherchez le data source DS Bank, vous trouverez quelque part, il vous affiche un message comme quoi le data source est bien déployé. Et si vous regardez les autres messages qui sont affichés, il vous indique quand même que, regardez, il vous dit que la table compte n'a pas été trouvée, donc ça signifie que le schéma a été bien généré. Alors ici, donc, si vous voulez voir, on regarde la base de données. Et on trouve que la table compte a été créée, il est là. On regarde la structure de la table et on voit bien qu'elle respecte exactement ce qu'on avait spécifié au niveau des annotations. Donc ça, c'est la clé primaire. On voit ici bien, il y a auto, increment, parce qu'on a utilisé identité. Active, donc il a choisi le tiny int qui correspond au booléen. Date création, date time, et après le sol qui est de type date. C'est bon? Alors voilà la deuxième étape qu'il faut réussir. C'est-à-dire quand vous créez les entités,
Parce qu'après, pour le moment, ça c'est une seule entité, mais après, vous allez avoir des entités dans lesquelles vous avez des associations, one-to-many, many-to-many, vous aurez de l'héritage. Il faut créer beaucoup d'entités. Une fois que vous les créez, vous essayez donc de déployer votre projet et de regarder est-ce que la structure de la base de données, est-ce qu'il correspond bien à ce que vous avez dans les entités. Alors maintenant, on va passer au traitement. Alors pour les traitements, nous allons créer un EJB entité, plutôt un EJB session. Alors pour créer un EJB session, on va créer tout d'abord l'interface. En fait, un EJB session, c'est un EJB qui possède deux interfaces. Il y a l'interface remote, qu'on va appeler iCatal et Bank Remote. Là, ici, donc, ça, c'est le package sessions. Et dans cette interface, on va déclarer les méthodes dont on aura besoin. Alors ici, donc, j'ai besoin, je veux créer une application qui permet de faire quoi? Les spécifications fonctionnelles. Et ça, c'est les méthodes qui peuvent être accessibles à distance via un client Java. Alors si votre application a besoin d'utiliser un client lourd Java. Mais sinon, si votre application consiste uniquement à une application web ou vous voulez passer via un web service, l'interface remote, vous n'en aurez pas besoin et vous aurez besoin que de l'interface locale. Après, on va voir, dans notre cas, on va utiliser les deux. Alors, j'ai besoin d'ajouter un compte. Je vais créer une méthode qui s'appelle addCount, qui permet de jeter un compte. Alors, je donne comme paramètre un compte C. J'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter la liste des comptes. Liste java.util compte. Sans paramètre. Alors, je devrais importer la classe compte. Oui. J'ai besoin, dans notre cas, on a besoin de consulter un compte. En donnant le code long. J'aurai également besoin d'effectuer un versement. Alors, verser un montant double MT sur un compte sachant le code. La même chose pour retirer un montant du compte. Et la même chose pour effectuer un virement d'un compte vers un autre. Virement d'un montant d'un compte C1 vers un compte C2. Un compte 2. Alors ensuite, j'ai besoin également de mettre à jour un compte et supprimer un compte. Alors public void update. Alors pour mettre à jour un compte, donc je donne un nouveau compte qui contient les nouvelles informations. Et après, supprimer, public void, supprimer, compte. Pour supprimer un compte, on va donner le code. Alors ça, on peut voir à peu près les différentes opérations de gestion des entités. Alors pour dire que c'est une interface remote, on va ajouter la notation remote. On va faire la même chose pour créer l'interface locale. On va l'appeler eBank local. On va supposer que toutes les méthodes qui sont accessibles à distance sont accessibles en local. Donc j'ai besoin de faire juste un copier-coller. La seule différence, c'est que je vais utiliser la notation locale. Voilà. Alors, les deux interfaces sont créées. Maintenant, on va implémenter le JB. Donc, l'implémentation de l'EJB. Donc, c'est une classe qu'on va appeler banque EJB implémentation. Donc, ça, c'est le JB session.
Alors en fait, un EJB, donc il implémente ses interfaces locales et remote. Ça veut dire que maintenant notre EJB il est accessible soit à distance, soit en local. Et après, on va implémenter les méthodes. Alors on va redéfinir les méthodes. Alors bien sûr, quand on implémente les interfaces, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir les méthodes qui sont définies dans l'interface. Alors après, pour que ça soit un EJB session quand même, il faudrait utiliser la notation. Donc soit stateless, c'est notre cas. C'est un EJB session stateless, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'état, il n'y a que des méthodes. J'appelle la méthode, il fait un traitement, il me donne le résultat. Et du coup, donc, il y a une seule instance qui va être créée pour plusieurs clients. Et quand vous avez plusieurs clients qui sont connectés, notamment quand il y a une surcharge, il va ajouter une deuxième instance. Donc, autrement dit, il va créer un pool d'instances. Quand vous mettez stateful, ça signifie que c'est un EJB session. Pour chaque connexion client, il va créer une instance. Une instance sera créée pour chaque client. Et quand vous mettez singleton, ça signifie qu'une seule instance va être créée par le serveur, quel que soit le nombre de clients qui sont connectés. Alors, bien sûr, dans notre scénario, la meilleure solution, c'est d'utiliser un stateless. Alors, quand vous spécifiez stateless, on aura besoin de spécifier le nom GNDI, si vous voulez. Alors, si vous voulez attribuer un nom, sinon, il va prendre par défaut, il va lui donner le même nom que la classe. Alors, ici, donc, on va utiliser name. On va l'appeler par exemple banque BK tout court. Donc on peut lui donner un nom quelconque. En fait, ça c'est le nom GNDI. Autrement dit, donc quand le JB va être instancié, il va être publié dans l'annuaire avec quel nom? Il va être publié avec le nom BK. Mais sauf que vous allez voir, BK c'est pas suffisant, mais BK il va lui ajouter d'autres éléments, notamment le nom du paquet. Et d'autres informations qui garantissent comme quoi le nom il est unique. Parce qu'en fait, dans l'annuaire, le nom d'un objet doit être quand même unique. C'est bon? Alors, donc on va reprendre après la pause. Donc on va essayer de faire ça en pause. Bien. Donc, nous sommes en train donc, de créer le JB Session. Et pour gérer la persistance, donc on aura besoin d'utiliser GPA via Entity Manager. Donc on va déclarer un objet de type Entity Manager, EM. Alors, sauf que Entity Manager, on aura besoin d'injecter l'unité de persistance via la notation persistance context. Alors, ça c'est particulièrement obligatoire. Si vous avez plusieurs unités de persistance, alors ici c'est pas le cas, vous avez une seule unité de persistance, si vous le laissez comme ça va marcher. Parce qu'en fait, il va prendre l'unité de persistance par défaut, qui est dans le fichier persistance.xml. Sinon, vous spécifiez unit name, c'est-à-dire le nom de l'unité de persistance. Et forcément, c'est important de savoir qu'il s'agit bien de ce nom que vous voyez ici. Donc ici, je fais le lien avec l'unité de persistance que j'ai là. On peut avoir une unité de persistance pour plusieurs bases de données. Non. Alors, quand vous avez plusieurs bases de données, vous allez créer plusieurs unités de persistance. C'est-à-dire cette partie-là, il faut la reprendre plusieurs fois. D'accord? Mais après, par la suite, dans votre application, vous allez déclarer plusieurs objets Entity Manager. Chaque objet Entity Manager, vous lui donnez l'unité de persistance. Et après, du coup, donc, ça règle le problème. Alors maintenant, pour rendre un objet persistant, pour enregistrer un compte dans la base de données, on va faire appel à la méthode persist. Persist C. Alors je demande bien sûr à Entity Manager d'enregistrer l'objet C dans la base de données. Alors a priori, donc, la classe compte correspond à la table compte. Il y a bien toutes les correspondances qui sont faites avec les annotations. C'est grâce aux annotations que Entity Manager va faire la correspondance entre la classe compte et la table compte. D'accord? Il faut également noter que ici, quand vous appelez la méthode persist, c'est que vous voulez enregistrer, mais comme toutes les opérations sont transactionnelles, c'est le conteneur EJB qui va permettre de gérer les transactions. Alors, je vous rappelle en fait ce contexte-là. Alors, on appelle la méthode persist, mais en principe,
nous sommes dans cette situation. Alors généralement, quand un client demande, veut faire, je suis dans le JB Session, j'ai la méthode qui permet par exemple d'enregistrer. Pour vous, vous appelez la méthode persist. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand un client veut faire appel à la méthode persist, il passe tout d'abord par le conteneur EJB. Et implicitement, le conteneur EJB va tout d'abord déclencher, va utiliser le service de transaction GTA, qui est défini, GTS, qui est défini dans le EJB. C'est un service qui est déployé. Et après, il va démarrer une transaction. Et quand il démarre une transaction, il fait appel à la méthode, par exemple ici, ajouter compte. L'opération va faire un traitement. Et votre opération, soit qu'il retourne un résultat, soit une exception. Alors, quand il va retourner une exception, il fait un rollback. Quand il retourne un résultat, donc il va faire un commit. Alors, ça veut dire ici, donc, les transactions sont utilisées implicitement ici. Alors, bien sûr, par la suite, si vous voulez gérer les transactions vous-même bien sûr, dans les méthodes, il y a une possibilité de le faire en utilisant des annotations. C'est-à-dire que le deuxième scénario, c'est que si vous voulez que les transactions soient gérées au niveau de le bin, de l'EJB Session lui-même, alors dans ce cas-là, c'est dans votre méthode que vous allez déclencher la transaction, vous faites le traitement et après c'est à vous de faire soit commit, soit rollback, avant de retourner soit le résultat ou bien l'exception. Alors on est donc dans un contexte où les transactions sont gérées d'une manière implicite. Alors pour consulter la liste de tous les comptes, j'ai besoin de passer par une requête query. Alors il faut juste choisir le bon query parce qu'ici donc on va utiliser donc le package java.persistence requête em avec la méthode create query. Alors la requête c'est select c from la classe compte. Il n'y a pas de condition ici particulière. Alors s'il y a un critère, donc on pourra ajouter par exemple where c point, par exemple ici, donc supposons que je voudrais consulter tous les comptes qui sont activés. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est C, je sais que dans la classe compte, il y a l'attribut active. Donc ici, active égale, par exemple, true. Alors ça c'est particulièrement donc ce qui peut se faire. Donc ici il s'agit bien, on manipule la classe et les attributs. Et pour retourner la liste qui contient par exemple tous les comptes qui sont activés, donc je vais retourner donc requête.getResultList. Voilà. Alors je retourne un compte. Pour retourner un compte, on va utiliser la méthode find. Donc je déclare un compte cp égale em.find. Le type de l'objet que je vais charger, c'est compte.classe. Et on donne la clé primaire qui est le code. Donc la méthode find permet de charger à partir de la base de données un objet sachant sa clé primaire. Ici donc je vais retourner le compte cp. Mais généralement quand vous consultez un objet sachant sa clé primaire, vous faites quand même un test. Si cp égale à nul, il faut générer une exception. Comme quoi le compte il est introuvable. Alors pour générer une exception, throw new. On va utiliser une exception non surveillée qui est runtime exception. En fait, exception surveillée, runtime exception, c'est-à-dire c'est une exception qui ne nécessite pas de faire un try catch ou bien de déclarer throws au niveau de la méthode. Alors ici donc le compte introuvable. Alors pour effectuer un versement, je vais tout d'abord consulter le compte. Compte cp. Donc soit que je reprends la même chose ou tout simplement c'est plus simple de faire directement à la méthode getCount. J'appelle la méthode getCount. Je lui donne le code. Je consulte. Et après, je fais un versement. Alors pour moi, le versement, c'est changer le solde. Set solde égale cp.getSolde actuel, auquel on va ajouter le montant mt. Et c'est tout. Alors comme l'opération est transactionnelle, dès qu'on fait un commit, automatiquement, il va mettre à jour
le solde, il va mettre à jour le compte. Alors généralement, quand vous chargez dans une même transaction un objet à partir de la base de données avec des requêtes, notamment avec Entity Manager, c'est un objet persistant. Et dès que vous changez des informations sur l'objet, une fois que la transaction est validée, toutes les modifications que vous faites dans l'objet, elles vont se répercuter au niveau de la base de données. Alors sinon, si vous voulez le faire explicitement, vous appelez la méthode persist cp. Alors là, c'est-à-dire, quand même, je fais la mise à jour de cp. Alors ici, donc, cette ligne-là, il n'est pas obligatoire parce que généralement, quand vous êtes dans une méthode transactionnelle, quand vous chargez un objet dans la même transaction, vous le modifiez. Dès que vous faites un commit, toutes les modifications vont se répercuter au niveau de la base de données. Alors ici, c'est pareil, donc pour le retrait. Donc, sauf qu'au lieu de plus, on va mettre moins. Retirer un montant. Alors, le virement, c'est encore plus. Le virement, ça veut dire qu'on va retirer et verser. Donc, j'appelle la méthode. Je vais retirer le montant MT à partir du compte 1 et je vais le verser dans le même montant, je vais le verser dans le compte 2. Alors c'est parfait, pourquoi? Parce que la méthode elle est transactionnelle. Elle évolue dans une transaction, ça veut dire quoi? Si jamais je fais un retrait et qu'il y a un problème dans le versement, je n'aurai pas de problème, pourquoi? Parce qu'il y aura un rollback. C'est-à-dire que soit que toutes les opérations s'exécutent correctement, soit que aucune. Alors je n'ai pas besoin d'ailleurs de faire ce test-là, sinon, si ce n'est pas le cas du cadre EJB, il fallait programmer tout ça. Vous faites le test et vous testez s'il n'y a pas d'exception. S'il y a une exception, vous faites un rollback. Tout ce code-là, c'est ce que nous appelons le code technique. Et j'avais expliqué hier que EJB, il permet de séparer le code métier du code technique. C'est exactement ça. Ça, c'est le code métier. Alors que le code technique qui est lié aux transactions, la gestion des exceptions et tout ça, il est géré implicitement. Alors, pour faire la mise à jour d'un compte, on peut utiliser la méthode merge. En fait, la méthode merge permet de faire update. Vous lui donnez un compte, donc automatiquement il fait un update. Et après, pour supprimer un compte, on peut le charger cp avec la méthode getCount. Et après, on le supprime avec la méthode remove cp. Voilà. Alors donc la gestion de la persistance, vous voyez bien que c'est pas assez compliqué. Donc GPA, plutôt le mapping avec GPA, donc le mapping objet relationnel relativement, il devient très simple. Alors ça c'est le JB session. Alors maintenant si vous le déployez, le JB sera déployé et après par la suite on pourra le tester avec un client. Alors quel type de client? Donc soit un client Java, un client lourd ou bien un client passé par web service. Alors je vais vous commencer tout d'abord par le web service. Donc c'est-à-dire je vais déployer un web service et après on va tester notre application via un client SOAP. Alors c'est ce que je vais faire. Pour créer un web service, on peut créer un web service dans le même projet EJB d'une manière assez simple. Alors je vais créer une classe que je vais appeler banque service. Alors je change le package métier.service. En fait, un web service, donc c'est une classe qui commence par la notation web service. Et vous aurez besoin de déclarer des méthodes. Mais sauf que le web service lui-même, il a besoin de faire appel à l'EJB session. Donc j'ai besoin de déclarer un attribut de type banque locale. Ça c'est la couche métier. Alors vous voyez bien que c'est très important ici, c'est que le web service, il fait appel à la couche métier via quelle interface? Locale, parce que je suppose que le web service et le JB session se trouvent dans la même machine, dans le même conteneur. D'accord? Alors, sauf que
ici, pour faire l'injection, parce que ça c'est une interface, pour faire l'injection des dépendances, on utilise une annotation qui s'appelle EJB. Alors en fait, cette annotation EJB, qu'est-ce qu'il indique? Il indique tout simplement au conteneur EJB, comme quoi quand il va instancier le web service, il va chercher dans l'annuaire, parce que ça, l'EJB de toute façon, il est publié dans l'annuaire. Il va chercher dans l'annuaire un EJB, plutôt un EJB qui implémente cette interface. D'accord? Alors qui implémente cette interface-là et il va l'associer. Donc vous voyez, donc l'injection des dépendances, il se fait d'une manière très simple en utilisant cette annotation. Alors si vous avez plusieurs EJB qui implémentent la même interface, vous allez faire la différence en utilisant bin name. Alors dans notre cas, notre bin, on l'avait appelé l'EJB session, on l'avait appelé BK. C'est donc pour utiliser BK. Donc vous voyez donc ici l'association entre le web service et la couche métier donc se fait d'une manière assez simple, implicitement. Bien ça. Alors on n'a même pas besoin parce que dans notre cas, la notation EJB, il permet donc directement de faire l'injection implicite. Il va chercher l'EJB, il va l'injecter. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dans le web service? Je veux par exemple ajouter un compte. Par exemple, je voudrais à travers un web service ajouter un nouveau compte. Et dans ce cas-là, je vais utiliser une méthode public void ajouter void add compte. Alors pour ajouter un compte, donc je dois spécifier les informations sur le compte. Ici donc en principe, je suppose que pour ajouter un compte, j'ai besoin de spécifier que le solde initial, par exemple, double solde initial. C'est-à-dire que pour le client du web service, tout ce qu'il va envoyer, c'est le solde initial. Alors dans ce cas-là, il faut qu'on crée un compte. Compte CP égale new compte. Le solde initial. La date de création, je vais supposer que c'est la date système. Donc je vais utiliser new date. Et je suppose que par défaut, il est activé. Donc c'est-à-dire à chaque fois que je crée un compte, je suppose qu'il est activé. Alors maintenant, il faut l'envoyer vers la base de données. Comment? En passant par la couche métier. Donc vous voyez donc la couche métier, il y a déjà une méthode qui permet d'ajouter un compte CP. Voilà un exemple de méthode, mais bien sûr cette méthode-là, les annotations web méthodes, vous pouvez les ajouter. Si vous ne les mettez pas par défaut, il se pense que toutes les méthodes sont des méthodes web. Autrement dit, donc l'annotation web méthode n'est pas obligatoire. Et après, mais par contre, on va spécifier l'annotation web param. Et l'annotation web param dans laquelle on va spécifier le nom du paramètre, par exemple SI, solde initial. Alors voilà la première méthode. La deuxième méthode, par exemple, je voudrais consulter tous les comptes. Et après, on va tester et au fur et à mesure, on ajoute les autres méthodes. Alors pour consulter tous les comptes, donc consulter, ou bien liste compte. Alors ici, donc il n'y a pas de paramètres. La méthode, qu'est-ce qu'il va retourner? Return directement la couche métier.getAll compte. Alors c'est très important ici, c'est pas void. Je dois consulter une liste qui contient des comptes. Alors la couche métier, il va vers la base de données, il va chercher les comptes. Il y a une liste et après JAX-WS, il va se charger de convertir cette liste en XML qui vont être envoyés vers une réponse SOAP. Alors quand vous écrivez le code, on ne voit pas tout ça, c'est ça le problème. Alors, mais c'est pour cela d'ailleurs, je vous demande à chaque fois de revenir sur les architectures et de comprendre réellement que ici, il s'agit bien de faire ça. Le web service. Alors plutôt, donc, je vais vous montrer ça ici.
Donc le web service, lui, donc il va, en principe, suite à un client, il va envoyer une requête SOAP. Le web service, il va vers le GB Session. C'est le GB Session qui va passer par Entity Manager, Data Source, base de données. Je récupère les données. Il y a le mapping objet relationnel qui va être assuré par Hibernate. Je récupère une liste de comptes. Et cette liste de comptes-là, il va tout simplement, elle va être envoyée au web service. Et au web service, bien sûr, il y a JAX WS. Et JAX WS qui va se charger d'envoyer la réponse. Alors, je vais consulter quand même un compte. Alors, consulter un compte. Alors, pour consulter un compte, donc je vais retourner un compte. Je vais l'appeler getCount. On va donner comme paramètre le code. Ici, le paramètre, on va l'appeler code. Ici, on va retourner directement métier.getCount avec le code. Alors, on va tester. Avant de définir les autres méthodes, on va tester. On va déployer maintenant notre projet. Alors, comme il est déjà déployé, on va tout simplement faire un full publish. Donc, dans la console, je vais effacer la console, comme ça, donc je peux voir les nouveaux messages affichés. Le projet full publish. Donc, je redéploie le projet. Et vous allez remarquer que cette fois-ci, ça c'est important, il vous indique que le GB Session a été déployé avec quel nom. Alors maintenant, quels sont les différents noms qu'il a attribués au GNDI? Donc ici, on voit déjà le mot BK que nous avons spécifié. Mais le nom GNDI, on lui associe d'autres éléments. Alors ces éléments-là, il y a le nom du projet, il y aura également le package et aussi l'interface. Alors tout ça, c'est pour garantir que le nom soit unique. Donc JBoss, c'est comme ça qu'il fait. Alors ce qui fait que pour le cas de quand vous utilisez un web service par exemple ici, on n'a même pas besoin de connaître ce nom-là parce que c'est la notation EJB qui va l'injecter. Mais quand vous serez un client Java, un client lourd, alors vous serez obligé de connaître ce nom. Donc vous aurez besoin de connaître ce nom-là parce qu'après, vous allez, dans l'application Java, que vous allez envoyer une requête vers l'annuaire GNDI, vous donnez ce nom-là, le cap, vous récupérez la référence et à partir de là, que vous allez faire appel plutôt à l'EJB. Alors pour le moment, mais en même temps, nous avons un web service. Alors pour voir si le web service est déployé, vous devrez avoir quelque part l'adresse du web service qui est spécifiée. Alors on va regarder ici. Alors a priori, il n'est pas là. Alors web service. Alors on va regarder en haut. Si, on devrait l'avoir ici en principe. Alors. Oui. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que le web service, en fait, dans le cas de... En fait, un web service, vous utilisez la notation web service, mais pour qu'un web service soit généralement déployé, il faudrait spécifier également pour le web service, est-ce qu'il s'agit d'un stateless ou bien d'un stateful. Alors, vous voyez, donc, quand on travaille dans un projet EJB, vous aurez besoin de spécifier le mot stateless. Alors, c'est à ce niveau-là, quand il voit que c'est un stateless, c'est à ce moment-là qu'il va savoir qu'il s'agit d'un web service. Sinon, il ne va jamais interpréter ces annotations. Alors, c'est important de le spécifier quand même. Et après, donc, on va redéployer donc avec full publish. Et vous pouvez cette fois-ci donc voir, elle est là, l'adresse du web service. Elle est là. Alors maintenant, vous n'avez pas besoin de créer un serveur pour le web service, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour le déployer. Si vous voulez consulter ce web service, vous lancez le navigateur, vous tapez l'adresse, point d'interrogation, WSDL. Et vous recevez le WSDL du web service. Alors ça, c'est le WSDL pour tester maintenant les méthodes. Comment?
80-80, parce que de toute façon, le Tomcat, Oui. hein, JBoss, il démarre le conteneur web sur le port 80-80. Alors ici, donc, pour tester, on pourra utiliser un outil, un analyseur SOAP, soit Oxygène, pour tester les méthodes, c'est le TP que vous avez fait, soit on va utiliser l'outil SOAP UI, il est là. Alors je vais utiliser SOAP UI pour tester ces méthodes et de regarder effectivement est-ce que les méthodes du web service fonctionnent et par la suite, est-ce que les méthodes de l'EJB Session également fonctionnent correctement. Alors généralement, souvent vous aurez besoin du web service, donc c'est toujours un moyen intéressant pour pouvoir brancher votre application aux autres applications développées avec d'autres langages de programmation. Dans l'interface remote, Oui. dans l'interface remote, en général, on met les méthodes qui vont être accessibles à distance. À distance, mais pour une application Java. Mais une application Sinon, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre. Hein? uniquement Java. Oui, Remo, c'est RMI. Et quand vous dites RMI, c'est automatiquement sur du Java. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de passer par un client Java distant, l'interface remote, vous n'aurez pas besoin. Mais généralement, il est toujours là parce que souvent, il y a un client lourd, un client léger, un client SOAP, etc. Donc, il y a différents types de clients. Alors, pour accéder donc à ce web service, donc, on aura besoin de créer un projet SOAP Project. On va juste spécifier l'adresse du web service, CTRL V. Et après, OK. Il va charger le WSDL. Alors, quand il va charger le WSDL, on va essayer donc de tester les méthodes. Alors, ça devrait se faire en principe rapidement. Alors, peut-être c'est un petit blocage. Bon, je reprends. Je ne sais pas ce que j'ai fait de qui n'est pas bien. Alors, New SOAP Project. Alors, ça, c'est le nom du projet. Alors, en fait, je me suis trompé. Ici, c'est le nom du projet, mais ici, c'est le WSDL. Après, donc, le nom du projet. Voilà. Alors, forcément, donc, vous avez le projet, vous avez les méthodes. Alors, je veux, par exemple, ajouter un compte. La requête. Alors, voilà la requête SOAP. Donc, vous voyez donc ici, pour ajouter un compte, il faut envoyer le solde. Alors, je vais, par exemple, ajouter un compte avec un solde. Envoyer. Et je vois la réponse. Alors, la réponse, il ne retourne rien. Je vais ajouter un autre compte. Envoyer. Alors, s'il n'y a pas d'exception, ça veut dire que ça marche déjà. Ça veut dire que si on regarde la base de données, on devrait trouver ces informations au niveau des comptes. Alors, ici, donc, je vois bien les comptes que je viens d'ajouter. Alors, c'est très important ici parce que je suis en train, comme je disais, ça a l'air de fonctionner d'une manière assez simple. Mais j'insiste beaucoup sur cette architecture-là, c'est très important. Parce que qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez, ça c'est SOAP UI, c'est le client SOAP. Vous rédigez une requête SOAP, vous l'envoyez. Vers qui? Vers le web service. Le conteneur web, c'est en quelque sorte, c'est le conteneur web du serveur d'application. Donc en fait, on exécute tout à partir du SOAP qu'on vient de faire, le test SOAP qu'on vient de faire sur API. Non, c'est juste si vous voulez tester le web service. Mais après, on pourra. Oui, mais justement, c'est ce que je veux. Donc, je veux tester les méthodes que j'ai dans le web service. Donc, j'envoie une requête SOAP. Le web service, lui, il va faire appel à l'EJB Session, qui va se connecter à la base de données pour faire l'opération. Alors, maintenant, je vais consulter. Alors, pour consulter les comptes, la liste des comptes, par exemple, il n'y a pas de paramètres à envoyer. Envoyer la requête. Et ici, donc, je vois la réponse. Alors, qu'est-ce que je vois dans la réponse SOAP? Donc, je vois la liste des comptes. Alors, c'est parfait pour, en tout cas, pour ce genre d'application. Donc, j'arrive bien en même temps. Alors, pourquoi je crée le web service? C'est parce que il y a d'autres entreprises qui ont peut-être besoin d'interagir avec mon application via le web service, qui sont peut-être développées avec un autre langage de programmation. Alors, ça, c'est je consulte un compte.
Alors pour consulter un compte, je donne le code 1, envoyer, et donc j'arrive à consulter le compte. Donc ça veut dire que les méthodes que j'ai développées fonctionnent bien. Alors je vais juste dans le web service ajouter également les méthodes pour effectuer un versement et un virement. Alors c'est ce que je vais faire. Je reviens vers le web service. Alors pour le web service, donc on va ajouter la méthode verser, retirer. Verser. Je vais verser un montant. Mais il faut spécifier également le code, n'est-ce pas? Donc la méthode verser, il y a deux paramètres. Je vais verser un montant également dans un compte. Langue, code. C'est le code. Et directement, j'appelle la méthode verser. Le montant, c'est MT et le code. Retirer. Ici, c'est retiré. Et après, un virement. Alors pour le virement, donc il y a le montant, il y a deux codes. N'est-ce pas? Il y a C1 et C2. Ça c'est le compte 1 et le compte 2. Et j'appelle la méthode virement. C1, compte C1, C2. Alors donc j'ajoute les méthodes et après donc je vais déployer full publish et à nouveau je regarde. Alors bien sûr le WSDL va changer. Si le WSDL a changé, il va falloir créer un nouveau projet SOAP et vous spécifiez à nouveau le WSDL. Alors le copier-coller ne marche pas toujours tout le temps. Alors je crée un nouveau projet, donc projet 2. Alors projet 2, donc ici je peux par exemple faire un versement. Alors je vais verser le montant 8000 dans le compte 1. Voilà. Je vais retirer le montant 3000 du compte 1. Je consulte les comptes. Alors je vois que le compte 1, le solde, il a été bien changé. Je fais un virement, par exemple du compte 1 vers le compte 2, et on vérifie. Alors le virement, alors je fais un virement de 2000 du compte 1 vers le compte 2. Alors c'est 2000, donc après par la suite il va falloir à nouveau consulter. J'envoie la requête.
Alors ici donc je vois bien l'opération faite. Donc de toute façon ici donc je teste déjà si les méthodes sont bonnes. Alors ça c'est une première partie, donc la partie côté serveur. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous faut par la suite développer une application web et après il faut développer également une autre partie concernant plutôt un client SOAP et un client Java lourd, ainsi de suite. Alors juste, je vais terminer cette partie-là pour vous montrer comment créer un client Java. Maintenant, on va utiliser l'interface remote. Et après, par la suite, dans la deuxième partie, on va travailler la partie servlet JSP. Alors donc voilà ce qui concerne donc la partie. Alors plutôt donc on va ici parce que quand même la vidéo elle est lourde, donc on va arrêter la première vidéo à ce niveau-là. Et parfois on a parlé de tout, je crois, concernant les web services. Aïe, aïe, aïe. Please stop video capture before existing.